Ce qui est important dans la vie, tu sais, c'est de faire des expériences. On joue. On parlera après. Bonjour et bienvenue dans Point d'expérience, le podcast où nous croyons qu'il y a autant de façons de jouer au jeu de rôle que de joueurs de jeux de rôle. On y échange donc nos expériences, nos souvenirs, nos émotions, sans prétendre détenir la vérité absolue. Je suis Damien Bouissou, alias Smith666 sur Twitter. Et pour cet épisode, le numéro 3, je suis accompagné de quelqu'un avec qui j'ai déjà partagé beaucoup d'expériences. C'est ma compagne Betsabé, alias Tako-chan. Salut tout le monde. Et pour ce numéro 3, j'ai la joie de recevoir un nouvel invité, ici présent, Julien Mareza, éditeur de jeux de société. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. On te présente en un mot, éditeur de jeux de société chez JD Éditions. Oui. Tu nous parleras de ton actualité vers la fin. Bien sûr. Parce qu'il y a des choses toutes chaudes à sortir. Oui. Voilà. Donc on donnera plus de détails. Donc tu as une longue expérience dans le jeu de rôle, puisque JD Éditions, c'est aussi l'éditeur du jeu Les Gardiens de Razadian, dont tu es créateur. Oui, mais qui est pas encore sorti, qui sortira sûrement l'année prochaine. On avait reçu dans l'épisode numéro 1 Nicolas Ménard, qui est co-auteur avec toi de Les Gardiens de Razadian, de quelques scénarios et de cet univers-là. Donc tu nous en parleras peut-être dans le sujet du jour, puisque ce soir, on va tenter humblement de discuter sur le sujet qui a donné le titre de ce podcast, à savoir les points d'expérience. Qu'est-ce que c'est les points d'expérience? Quel est un bon système pour attribuer les points d'expérience? Est-ce qu'on doit chercher l'équité? Est-ce qu'on doit chercher le challenge et la compétition? Est-ce qu'on a en tête des systèmes qui nous ont plu, qui nous ont déplu? On va essayer de donner quelques exemples, toujours basés sur nos expériences. On va peut-être pas théoriser comme pourraient le faire d'autres podcasts sur le sujet. On va laisser les professionnels faire ça. Julien, à brûle-pourpoint, là, quel est le dernier jeu auquel tu as joué, et tu peux nous toucher un mot sur les points d'expérience de ce jeu? Est-ce que tu étais content de l'évolution de ton personnage? Alors, l'évolution de mon personnage, c'est très compliqué, puisque je suis plus souvent maître de jeu que joueur. C'est très, très rare quand je suis joueur. Et puis je joue beaucoup en salon, et en salon, c'est une étape que l'on fait pas. On donne pas de points d'expérience en salon, puisque c'est des one-shots en général. Mais la dernière fois que j'ai été joueur, ça devait être pour Vampire la Mascarade. Je jouais Nosferatu du sabbat, et le maître de jeu était hyper radin, donc du coup on avait très très peu de points, on progressait pas énormément en fait. Et avec le recul, c'était vraiment dommage de pas progresser, ou au contraire? En fait, ça fait longtemps qu'on y a joué, et je me rappelle bien des parties, je me rappelle très peu en fait de la période de points d'expérience en fait. Donc du coup, ça devait pas être hyper important dans la façon dont on jouait. Bon, on en reparlera sur le côté meneur de jeu dans quelques secondes. Tako-chan, tu te souviens de ta dernière expérience de joueuse? C'était très très récemment. Laquelle t'a marqué en termes de points d'expérience? La dernière qu'on a fait, c'est avec Benoît, qui nous a accompagnés dans le numéro 2 des points d'expérience. Dans Fil des siècles, il nous a présenté une nouvelle manière de gagner des points d'expérience selon les quêtes qu'il y a à chaque personnage. Moi, ça m'a paru un peu, comment dire, ça s'adaptait pas à ma façon de jouer. On peut détailler ça, c'est intéressant parce que c'est un système qu'on connaissait pas, oui, que nous a présenté Benoît. Donc on est à Fils des siècles, où on joue des immortels qui traversent les âges. Exactement. Et sur la feuille de personnage, on va demander à chaque joueur de verbaliser ses objectifs à court et moyen terme. 2 objectifs à court terme, un qui va être dangereux et l'autre qui va être plus tranquille. Et à long terme, de même, un objectif dangereux, un objectif moins dangereux. Je vais prendre ceux de mon personnage, par exemple. À long terme, il voulait devenir sénateur de l'Empire romain et ériger des lois anticorruption. Donc là, on sent bien les choses qui vont pas se faire en une seule séance. Voilà. Et pourquoi tu as pas accroché sur ce système? Parce que je sens que c'est très facilement détournable.
que ce que tu vas faire à court terme, tu peux façonner un peu. Selon mon expérience, les joueurs, ils trouvent des manières de façonner les meneurs de jeu pour qu'ils aillent dans la direction que eux ils veulent. Et finalement, ta quête sera faite en 2 séances max. Si on parle de joueurs optimisateurs, du coup, ils peuvent effectivement verbaliser un objectif en étant sûr de pouvoir l'atteindre pour être sûr d'avoir des points d'expérience. Exact. Par exemple, je ne sais pas, imaginons que dans mon personnage, son objectif c'était de coucher avec un étranger. Par exemple, moi, si je veux optimiser, j'essaye d'aller chercher des étrangers et je dragouille, malgré que ça n'a rien à voir avec les scénarios. D'accord. Alors, moi j'ai trouvé le système de Benoît assez sympa, dans le sens où ça permet de verbaliser, que le joueur verbalise les intentions de son personnage. Ça peut permettre de définir des objectifs communs, des objectifs de groupe. Et puis de toute façon, si tu te projettes dans ton personnage, tu as toujours envie de faire quelque chose. Ton personnage, on était lors d'une éruption d'un certain volcan à Pompéi en 79 après Jésus-Christ, pour ceux à qui ça parle, il avait plutôt envie de se barrer de là. Donc ça faisait un bon objectif à court terme. Mais je comprends l'aspect optimisation dont tu parles. Mais c'est assez à la mode les quêtes annexes, en fait, dans les jeux récents. Nous, on travaille en ce moment, Gide, sur un nouveau système de jeu, qui sera le système pour tous nos jeux de rôle, qui s'appelle Proteus. Et en fait, on réfléchit beaucoup à ce système de quêtes annexes, mais de façon à ce que ça parasite pas non plus, comme Betsy dit, le scénario global, en fait. Donc on est en train de travailler ça, et pour que ça marche bien, en fait, on met des quêtes communes entre 2 ou 3 joueurs autour de la table. Comme ça, en fait, ça, au lieu qu'il y ait un joueur qui parte tout seul dans son coin, il essaye d'amener au moins 2 autres joueurs, ou un autre joueur avec lui. Donc là, on est plutôt sur renforcer la coopération. La coopération, à travers des points d'expérience. Ou donner juste des pistes qui sont tangentes, en fait. Que 2 objectifs de 2 joueurs soient tangents à un moment donné pour qu'ils travaillent ensemble pour cet objectif annexe. Voilà. Est-ce que du coup la remarque de Betsy, tu l'as eu de par tes bêta-testeurs, ou elle est venue à ton esprit que des joueurs pourraient abuser du système, c'est-à-dire véritablement formaliser les objectifs pour les accomplir? Oui, c'est ça. C'est là où il faut faire attention, parce que du coup, on peut avoir un effet leader sur la table, c'est-à-dire que un joueur qui veut faire ses objectifs, et des fois il y a des joueurs qui prennent quand même la place des autres, en fait, dans la partie, mais du coup il va faire tous ses objectifs à lui, et le maître de jeu ne va pas faire du coup tout le scénario qu'il aura prévu ou l'histoire. On va partir directement dans l'histoire du joueur, en fait, si les autres traînent derrière. C'est-à-dire que ça peut déséquilibrer une table complètement, et donc il faut faire attention. Et en plus, des fois, ça arrive que les meneurs de jeu, ils adhèrent au trip des joueurs, ou que les joueurs adhèrent au trip des meneurs de jeu. Et s'il a d'autres joueurs à côté qui sont un peu plus en décalage, dont les objectifs sont plus personnels ou plus réalistes, je ne sais rien, eux, ils vont rester derrière. Tu vois, par exemple, si c'est un meneur de jeu très bagarre, il y a un joueur qui est très bagarre, eux deux, ils vont partir. Et s'il a un social, là-bas, paumé, il va rester paumé et il va pas avancer. Dans ma table de numéra actuelle, je comprends pas trop où on va. Donc tu es joueuse à numéra. J'ai un Jack qui est en contact avec les animaux, c'est acrobate, tout ça. Donc il y a 3 catégories de personnages à numéra. Il y a les Jack, les nanos et les glaives. Donc à numéra, il y a les Jack qui sont plutôt les agiles, bons à toucher tout. Et bons à tout faire. Voilà. Les nanos qui sont plutôt mystiques et orientés objets magiques, et les glaives qui sont plutôt balèzes et combat. Exactement. Donc toi tu fais un Jack. Et pas combat, pas plus que ça. Exactement. Et mon meneur de jeu, il est très combat. Alors les glaives, qui est très combat, il se plaît bien. Et chaque fois que les joueurs ils manquent à la table, nous on est obligé de pas jouer parce que il faut qu'il soit là. Alors là, ça touche à un autre sujet, qui est comment on gère les absences. Ouais, mais peu importe. On en parlera peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui suit son scénario, sa campagne, comme il la voit. Et moi, je suis complètement
en trop. Du coup, tu gagnes moins de points d'expérience? En fait, j'essaye ce que j'appelle la grève de points d'expérience. Je gagne des points d'expérience, mais je les dépense pas. Alors, il y a une très bonne chose. Parlons du système de Numenera dont tu connais pas, Julien. Non. Numenera, c'est un jeu de Monte Cook. Et donc voilà, on voit quand même le joueur qui vient des univers des gros jeux et qui a essayé de faire quelque chose de plus simple et accessible pour les gens qui ont peut-être envie de se tourner plus vers le roleplay. Les règles sont sympas, j'encourage à les lire, même si je suis pas 100% accro. Bon, ça, enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Dans le système de points d'expérience, quand le meneur de jeu te met une difficulté en face de toi, il va te donner 2 points. Donc, par exemple, quand je faisais jouer à Numenera, j'avais ça sous forme de cartes à jouer. J'ai distribué 2 cartes à jouer. Tu en gardes une pour toi qui représente 1 point. Et l'autre point, tu le distribues à un autre joueur autour de la table. Ce qui peut favoriser aussi un petit effet Koh-Lanta, je dirais. C'est voilà, tu te fais des petits coups de main en espérant avoir des points d'expérience en retour. Et puis les points d'expérience, tu les accumules devant toi, donc c'est pour ça que j'utilisais des cartes aussi, parce qu'ils sont un peu volatiles. Avant que tu les dépenses, tu peux à un moment donné les jeter pour supprimer une difficulté. Voilà, tu fais une excursion, tu vas d'un point A à un point B à cheval, et puis tu tombes sur une attaque d'une meute de loups, quoiqu'à Numenera c'est rarement des loups. Et voilà, tu peux dire non, attends, meneur de jeu, je dépense un point d'expérience pour supprimer cette difficulté qui n'apporte rien scénaristiquement parlant. Il y a vraiment un aspect D'accord. Qui peut être assez intéressant, mais il faudrait voir comment d'autres meneurs de jeu l'ont compris et l'ont joué aussi. Oui, tu peux aussi... Qu'est-ce que tu fais de ces points concrètement? Justement, il y a une autre possibilité, tu peux retirer ton GTD si ça t'a pas plu. Ah, exact. Avec un point. Et ce que j'ai fait, c'est que je les donne comme ça. Si quelqu'un a dit, j'ai raté, je peux lui dire, tiens, de toute façon, je crois que j'ai 20 points d'expérience, une chose comme ça. Et je les donne aux autres. Moi, je fais absolument rien. Tu te sabotes ton personnage. Non, j'ai fait une grève pour qu'ils se rendent compte que ça va pas dans le bon sens. Ce système de points me fait rappeler le système de Ambre. Je sais pas si vous connaissez le Ambre, le jeu sans dés. Le système de points d'expérience qu'il y avait, c'était les points de karma, fonctionnait comme ça. Et du coup, on pouvait avoir des points d'expérience négatifs, du coup, du mauvais karma. Et là, je trouvais le système très intéressant, en fait. Alors, il y a un côté punitif pour les mauvais joueurs? Non, c'est-à-dire qu'on peut décider, en fait, d'utiliser son karma soit pour améliorer son personnage, soit pour réussir une action. Là, coûte que coûte, je vais dépenser 10 points de karma alors que j'en ai que 5. Ça veut dire que pendant tout le reste de la partie, tant que tu n'auras pas regagné du bon karma, tu seras malchanceux, en fait. Et du coup, le maître de jeu va faire en sorte qu'il va t'arriver des pépins, en fait, plus ou moins grands en fonction de la perte de karma que tu as eu. Et du coup, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que tu peux aussi te dire que tu vas faire une action avec pas de chance pour en regagner du karma, en fait, quelque part. Donc nous on le jouait comme ça, du moins. C'était il y a longtemps, hein. C'était une autre époque, ça, quand on jouait à Ambre. Oh, on dit pas nos âges. Ouais, c'était avant 2000, donc. Interdit de parler de l'âge. On parlera de il y a plus de 20 ans. L'âge autour. Mais c'est un des bons souvenirs que j'ai de Ambre, c'était ce côté-là. Même si de jouer sans dés, c'était pour certains joueurs très compliqué. Ça me fait penser à ça, du coup. Je ne dis pas que le système soit mauvais. Je trouve qu'il a certains côtés intéressants. Mais que ça c'est un appel au meneur de jeu, il faut pas laisser tomber en route tes joueurs. Alors, quel conseil, là? Il nous écoute pas parce qu'il est hispanophone, ton meneur de jeu. Non. Allez, allonge-toi sur le divan. Qu'est-ce que tu lui dis à ton meneur de jeu? C'est simplement, ça serait sujet d'un autre podcast de tous les petits défauts, des choses à améliorer. Quatre podcasts. Certains meneurs de jeu. Mais en termes d'XP, je pense qu'il est assez juste. C'est simplement que, comme j'adhère pas à sa quête, ou pas comme il voulait que je le passe. Et pourtant, au demeurant, ton personnage, il suit les autres. Oui, bien sûr. Il vit les mêmes choses, il survit au combat, donc il serait logique qu'il évolue, qu'il ait des points d'expérience. Oui, mais c'est une décision. Donc tu as décidé qu'il restait une quiche toute la partie. Mais du coup, le cercle vicieux s'installe, c'est-à-dire que le meneur de jeu va être obligé d'adapter le scénario à la force du plus puissant joueur à table.
Et tu pourras pas suivre lorsque les combats affronteront des dragons légendaires. Oui, mais comme dès le début, je servais à rien et ils me l'ont laissé voir dès le début. Je vois pas à quoi ça change que je continue à être une quiche. Ouais. Il y a, moi j'ai déjà joué avec des maîtres de jeu qui ont décidé que la partie serait sportive en fait, où il y aurait beaucoup de combats. J'ai joué même à Shadowrun avec un maître de jeu qui me disait je veux pas de matrice, pas de magie. Donc du coup, on jouait qu'avec des samouraïs des rues quoi. Mais moi je me dis à partir du moment où on m'a prévenu, on a tous fait des samouraïs des rues. Voilà. Et donc après on a joué comme il a voulu. Si tu sais qu'il faut bastonner, oui. Mais si tu dis fais ce que tu veux et après le maître de jeu le fait pas, c'est compliqué. Alors moi j'ai des joueurs qui ont changé de profil complètement sur certaines parties. Pour s'adapter à ça, pour s'adapter au meneur de jeu, tu veux dire? Alors il y a des joueurs où moi j'étais joueur aussi, où on s'est adapté en fait. On a vu que la partie, la campagne changeait de côté, en fait, que le maître de jeu il allait pas revenir vers le côté. Alors moi c'était plutôt l'inverse. On avait des personnages très balèzes. C'était à l'appel de Cthulhu en fait. On avait fait des aventuriers. Moi j'avais un joueur de baseball qui balançait des dynamites à coups de batte de baseball. Oui, c'est pas très Cthulhu, ça. Bon, admettons. C'était Tripulp, on va dire. C'était Tripulp. En fait, c'était une partie où on en avait marre de mourir, en fait. On était mort, je sais pas combien de fois dans cette campagne. J'étais à mon personnage numéro 48 et on faisait tout et n'importe quoi. À la fin, on n'en pouvait plus. Et donc, on trouvait des trucs de plus en plus qui servait l'instant présent, quoi. Voilà. Vous étiez plus adapté à la survie, finalement, qu'à la recherche de points d'expérience. Et après la partie, on a fini une grosse session de survie, et on a fait après presque que de l'enquête tout le temps. Et du coup, on a essayé, alors, c'est très compliqué le système Cthulhu, puisque il y a pas de points d'expérience. On coche des croix, voilà, et du coup nos personnages sont complètement transformés parce que on a fait peut-être 2-3 scénars où il y avait pas de combat, pas de survie, pas de plus classique on va dire à la Cthulhu où tu fuis plus que ce que tu combats. Voilà. En même temps, moi j'aime bien ce système de points d'expérience à la Cthulhu qui est un peu le même à Nephilim aussi, qui est que tu évolues dans les compétences que tu utilises. Mais il y a un côté chance quand même. Voilà. Il y a un côté chance parce que un joueur qui a pas de chance quand il fait son jet de dés après pour savoir s'il transforme ses points d'expérience, il y a un décalage qui peut se créer. Alors à Cthulhu c'est pas grave puisque tes personnages meurent à un éclair quoi. Donc c'est pas grave. Mais nous on a eu le problème à Stormbringer qui est exactement le même système où il y a au bout de une dizaine de scénarios il y avait vraiment des gros écarts entre Ça va revenir, ça, c'est ce que dit Betsy sur Numenera, c'est ce que tu dis aussi, les écarts sont quelque chose qui arrive tout le temps, et je l'ai vécu aussi, on le vit sur, par exemple, la campagne de vampires que l'on mène depuis plus de 6 ou 7 ans maintenant, où les joueurs changent régulièrement, mais le seul joueur qui est resté sur les 7 ans a un personnage qui est un Malkavien assez balèze, contrairement à ce que peut croire le joueur. Et c'est vrai que ça provoque des écarts avec tous ceux qui se joignent à la campagne, qui sont difficiles à régler autrement. Mais en même temps, on peut pas tant brider le joueur. Enfin, on peut pas lui en vouloir déjà. C'est son kiff, il fait évoluer son personnage, il a survécu à plein d'aventures, puis c'est normal qu'il progresse. Mais c'est compliqué à gérer aussi sur la durée. Moi, ce que je faisais sur Vampire, parce que pendant longtemps, on a joué, j'ai eu une table, on y a joué bien pendant 10 ans à Vampire. En plus, on avait commencé en Dark Ages et on a joué jusqu'à l'époque moderne. Donc, on a passé vraiment toutes les époques. Et les joueurs, en fait, j'avais noté moi quelque part le nombre de points d'expérience que les joueurs avaient au fur et à mesure. Comme ça, quand il y avait un joueur qui nous rejoignait, ça nous est arrivé parce qu'on a commencé, on était 3, j'avais 3 joueurs. À la fin, on était 7 autour de la table. Donc c'était énorme. Et en fait, les nouveaux joueurs, quand ils arrivaient, commençaient pas avec un personnage de départ. Je leur donnais un personnage qui créait et je leur donnais les points d'expérience que les autres avaient eu, qui dépensaient dès le départ, en fait. C'est pas mal, c'est ce qu'on a essayé de faire à Vampire, ça facilite l'équité. Oui, exactement. Tu commences avec
un personnage un peu plus évolué, mais moi, dans cet cas de figure exact, parce que j'ai hérité de cette campagne, j'étais meneur des jeux la dernière, je crois, peut-être que je vais me faire assassiner pour ce que je vais dire, je crois qu'au moins un vampire, il y a un moment où il faut brider le personnage. Je crois qu'il a cette histoire des générations qui empêche que ton personnage, si tu l'as joué pendant 25 ans, il peut pas s'améliorer à moins de faire une diablerie. Oui. Je crois à ça. C'est la façon dont je l'ai joué. Après. Et même, je lui dis au joueur, je suis désolé, mais ton personnage, il est un peu ignoble. Un peu horrible. Alors voilà. L'idée que je peux soulever aussi, mais vous me direz ce que vous en pensez, c'est que le meneur de jeu garde un contrôle sur l'utilisation des points d'expérience. C'est dire à ces joueurs-là, ok, pour cette séance, je te donne 5 points d'expérience. Je sais qu'avec ces 5 points d'expérience, vu que ça en fait 70, tu pourrais augmenter une discipline de niveau 4 à niveau 5, mais je te l'interdis. Je ne veux pas que tu montes ton animalisme de niveau 4 à 5 tant que tu n'as pas du animal ken à niveau 3, tant que tu n'as pas de l'empathie à niveau 3, etc. Donc le conditionné, aider le meneur de jeu, que le meneur de jeu aide le joueur à construire un personnage que le meneur de jeu trouve cohérent par rapport à sa perception de l'univers. Pas que ce soit du bridage absolu, mais que plus l'évolution en fait d'un personnage, tout dépend de comment le maître de jeu fait jouer ses joueurs en fait. C'est-à-dire que si on n'utilise jamais Animal Ken par exemple, ou si on n'utilise jamais empathie, si on n'utilise jamais alors comment ça s'appelle, les connaissances, etc. Ben les joueurs mettront jamais de points dedans en fait. Et donc plus on multiplie, alors je dis pas qu'il faut faire des jets de dés tout le temps, mais il faut arriver à équilibrer l'utilisation de chaque caractéristique, chaque compétence, pour pas qu'il y ait du munchkin sur les personnages en fait. Ouais. On commence à théoriser un peu là, parce que finalement je vois déjà 2 sets de types de points d'expérience. Les jeux où tes points d'expérience peuvent être dépensés dans des choses que tu n'as pas du tout utilisées. On va prendre Donjons et Dragons, tu sors la calculatrice, tu gagnes 1442 points d'expérience, et tu peux t'acheter, c'est open bar, tu peux t'acheter ce que tu veux et débloquer une nouvelle feuille de sort de magie, par exemple. Alors c'est pas tout à fait comme ça. À Donjons et Dragons, en fait, c'est quand on atteint 1500 points, on va passer du niveau 1 au niveau 2. Il y a tout qui monte, en fait. Donc tu choisis, t'as tout qui monte, tu choisis pas tu choisis un petit peu, mais t'as pas, comme justement à Vampire, au système White Wolf, où tu vas dire est-ce que je mets des points sur ma compétence, parce que t'as un pool général et tu montes ce que tu veux. Alors qu'à Donjons et Dragons, tes points d'expérience ne servent qu'à une chose, c'est de faire passer niveau 1 à niveau 2, niveau 2, niveau 3. Et du coup, niveau 1, niveau 2, tu regardes ce que ça te fait, et puis tu montes, il va te dire monter. Choisissez un talent, choisissez un nouveau sort, choisissez monter une caractéristique et une compétence. C'est vrai, on a presque donc finalement 3 sets, 3 types de jeux. Il y a les jeux à niveau. C'est vrai que Numenera reprend ça aussi. Tu peux aussi dépenser des points pour level up. Tu as les jeux à la vampire où tu as des points, tu les dépenses entre guillemets un peu comme tu veux. Et donc, y compris si le meneur de jeu regarde pas sur des choses que t'as pas utilisées. Tu peux très bien dire, Academics, voilà, d'un seul coup, je passe de 0 à 3 en Academics. Bon, voilà. J'ai acheté connaissances pour les nuls et maintenant. C'est un peu ça. J'ai lu un bon bouquin, il faudra le me conseiller. Et puis, il y a les autres types de jeux, donc, comme on a évoqué à la Cthulhu, où tu vas cocher ce que tu utilises et augmenter ce que tu utilises. Je me rappelle de Shan aussi, ou à Shan, par exemple, en tout cas dans l'ancien système, quand tu fais un jet dans une compétence, si tu fais un échec critique, tu gagnes 1 point. Si tu fais une réussite critique, tu gagnes 2 points. Donc du coup, ça accentue le fait de tenter. Après, tu as aussi des systèmes où tu as des points d'expérience qui débloquent d'autres systèmes de points et qui sont beaucoup plus complexes, comme Légende des 5 Anneaux, ou Elsenkir, hein, quand on joue. En fait, on va dépenser des points qui vont te faire recalculer des points de réputation, et ces points de réputation vont te donner un niveau dans l'école où tu es. Donc t'as des systèmes qui peuvent être très alambiqués. Et donc ça, c'est des systèmes de rêve pour les optimisateurs de personnages. Moi, ça me dérange pas. J'ai toujours eu les deux à la table. J'ai des joueurs qui adoraient l'optimisation. J'ai même un joueur qui m'a dit, on a fait une soirée, parce que moi je m'adapte à mes joueurs. On a fait une soirée où on faisait 2 minutes d'histoire, 20 minutes de points d'expérience où il dépensait. On refaisait 5 minutes d'histoire. Je redonnais des points d'expérience. À quel jeu? On l'a fait à Vampire. À Vampire, on a fait ça
où on passait des décennies en fait. Qu'est-ce que tu fais pendant cette décennie? Je fais ça. Hop, je lui donne des points d'expérience. Qu'est-ce que tu fais à cette décennie? On fait ça. Il a voulu le faire, on s'est amusé. Franchement, c'était très agréable. Je pensais pas qu'on jouait. Le joueur s'est éclaté. Et il a fait une partie de ce qu'on fait jamais qu'on fait difficilement à Vampire. C'est que du coup, il a pu créer sa famille de revenants. Il a pu se développer. On a géré ses enfants. Il a fait des enfants qu'il a envoyés en mission dans certains pays. Il a recruté. Et en fait, au final, cette partie de point d'expérience, parce que lui, en fait, à la base, le joueur, il me dit, je veux faire une soirée point d'expérience. Donc, cette soirée point d'expérience a été hyper riche en roleplay, en fait. Ah, c'est une autre forme de roleplay. Ah, par contre, vous étiez face à face. Ouais, on était face à face, ouais. Ce genre de choses est plus compliqué à faire en groupe. Alors, je l'ai fait, ça, du coup, après, parce que ça m'avait bien plu, je l'ai refait quand j'avais ma table de 7 joueurs. À la table avec mes 7 joueurs, dans une semaine, j'avais réservé un jour par soir à chacun de mes joueurs pour qu'on soit prêt à la séance prochaine, où je leur ai fait passer un siècle comme ça. D'accord. En interlude, mais finalement, t'as dû le faire avec chacun. Avec chacun, ouais. Et ils m'ont fait des trucs de fou, certains. Justement, la gestion des enfants, c'est devenu hyper riche. Et il y a des joueurs, du coup, qui ont abandonné leur personnage principal pour jouer l'enfant, en fait. Où ils ont joué la torpeur de leur perso, en fait. Ils ont mis leur perso en torpeur, et ils ont continué à jouer leur enfant. Torpeur, le sommeil éternel des vampires, enfin éternel, pas éternel d'ailleurs. Non. Le sommeil des vampires. Semi-éternel. Mais c'était très intéressant, et si j'avais pas fait ça, les joueurs n'auraient jamais mis leur personnage principal en torpeur, en fait. Ah, c'est quelque chose d'intéressant, là. Ça me donne envie d'essayer quelque chose de similaire. L'avantage que peuvent avoir ces jeux où tu joues un éternel, comme ça peut être le cas des films aussi, où tu peux enchaîner les réincarnations et décider de faire un jump de 100 ans dans le futur. C'est avantageux si, c'est un peu ce qu'on disait avec Benoît l'autre fois, du coup c'est avantageux si tu commences ta campagne tôt dans les âges. Alors pour Nephilim, j'ai beaucoup maîtrisé mes films, c'est un de mes jeux phares, parce que j'adore l'ésotérisme, donc du coup j'ai rarement fait commencer loin, mais j'ai fait des effets mnémos, en fait. Les effets mnémos, c'est on revit une vie passée. Et du coup, quand on finissait un effet mnémos, ils avaient des points d'expérience. Je leur donnais des points d'expérience pour les compétences qui correspondaient à l'époque. Ils pouvaient dépenser. Là, ils voulaient à partir du moment où ça correspondait aux compétences de l'époque. Voilà. Ils n'avaient pas été obligés. Je leur faisais coucher des croix, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, tu coches, au lieu de dire tu gagnes des points d'expérience que là où tu as coché, en fait je disais là vous revenez, vous vous rappelez deux choses, donc vous cochez quatre cases dans telle compétence en fait. C'est intéressant les films, donc on en a déjà parlé, je pense que tout le monde connaît le concept d'être extraterrestre incarné dans des réceptacles humains. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que finalement tu as les compétences de ton néphilim et les compétences de l'humain qui est ton réceptacle. Et quand tu t'incarnes d'humain en humain, tu vas finalement pouvoir utiliser les compétences en set différents à chaque fois, donc c'est un peu ce que tu dis. Et il y a le fait de pouvoir voler les compétences de l'humain. Quand tu fais une réussite critique sur une compétence de l'humain, donc admettons que tu sois un néphilim bon, ils sont tous très anciens, mais que tu joues un professeur d'égyptologie à la Sorbonne, et qu'à un moment donné tu es dans une conférence et tu réussis un speech parfaitement avec une super réussite critique, tu pourrais parfaitement acquérir cette compétence dans ton néphilim. Et quelque chose qui est très intéressant aussi, je trouve, mais qui est un peu biaisé, imaginons t'es un néphilim, donc t'as forcément vécu à l'époque des Égyptiens. Donc finalement la culture égyptienne c'est quelque chose où ton néphilim il a peut-être 80 sur 100, alors que ton professeur, même s'il est spécialiste, il a peut-être que 70 sur 100. Eh bien si tu fais une réussite critique à cette compétence, au moins dans l'ancien système des années 90, donc je sais pas si ça va parler dans la réédition, tu voles la compétence même si, au final, ton score va être plus faible qu'au début. Alors ça, c'est un peu... Ça existe encore dans la nouvelle édition? Alors déjà, un néphilim, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un néphilim, quand il se réveille, il est à 80% amnésique. Donc il se rappelle pas forcément de la période qu'il a vécue. Voilà. Et bon, on est bien obligé de simplifier à un moment donné, parce que un néphilim, s'il a vécu à l'Égypte antique, il y a de fortes chances que ce ne soit pas dans l'Orient d'Akhenaton, puisque c'est là où il y avait l'orbe doré, etc. Et du coup, il connaîtra que
Il connaîtra parfaitement qui était Akhenaton, qui était sa servante, etc. Et il connaîtra pas peut-être le règne de Ramsès ou le règne de Khéops. Et donc du coup, alors que l'égyptologue, il aura pendant ses études universitaires, aura une vision beaucoup plus globale. Donc du coup, comment tu veux juger c'est intéressant comme remarque. Voilà. Ouais. Tout à fait, j'avais jamais vu aborder avec ce côté-là. Bon, l'exemple que j'ai donné n'était pas forcément le plus heureux, mais en tout cas, tu peux à un moment donné voler une compétence d'un réceptacle humain et baisser finalement le niveau que tu avais. Alors, peut-être que les meneurs de jeu en général sont découragés de le faire. Ouais. Moi, j'ai beaucoup joué, pas celle édition que tu dis, parce que ça c'est la première et la deuxième. Moi, j'ai beaucoup joué à la troisième qui est encore différent, parce qu'il n'y avait pas l'histoire de pourcentage. Ah, on en revient sur les différences de système de règles. Ouais. Allez, hop. Écoutez l'épisode 2. Ça marche. Moi, je me rappelle d'un système, c'est pas un système tel quel, de mes expériences en Amérique. Et quand j'ai commencé à jouer Mage de l'Ascension. White Wolf. Exactement. J'avais un meneur de jeu qui, à la fin de séance, pour donner les points d'XP, il nous demandait qu'est-ce qu'on avait appris. Le feedback. Exact. Qu'est-ce que ton personnage a appris dans cette séance? Et selon notre réponse, il décidait s'il nous donnait un point ou pas. Si vraiment on argumentait correctement, on gagnait de l'expérience. Si c'était complètement bateau, c'était pas bon. On en revient sur une forme d'inéquité, que celui qui s'exprime le mieux, ou qui vend le mieux, ou qui a le plus d'énergie ce soir-là, aura le plus de points d'XP. Peut-être, mais comme c'était plus fermé, on était 4, j'ai pas senti l'inéquité à cette table-là. Et c'était une façon de donner l'expérience que moi me convenait. J'ai trouvé, parce que à chaque séance que tu joues, ton personnage découvre quelque chose ou apprend quelque chose. Ça peut être un film, ça peut être, je sais pas, Vampire, c'est le jeu que j'ai plus joué, je sais pas, ton vampire peut découvrir, je sais pas, YouTube. Mais c'est une connaissance. Je sais pas. Moi, je me plaisais bien. Et sinon, chose qu'on a testé, mais c'était face à face, comme on dit, c'est que, à Vampire, justement, on n'aimait pas les points d'XP comme tel quel. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le livre de règles et on ouvrait un page donné. Ça pouvait donner soit discipline, soit merit and flow, et on disait, tiens, t'as gagné ressources. Et après, on essayait de savoir pourquoi les personnages avaient gagné un point de ressources. Alors, j'aime bien l'idée de devoir justifier, et je demande souvent aux joueurs de le faire, de devoir justifier pourquoi les points d'XP sont utilisés dans telle ou telle compétence, surtout si elle n'a pas été utilisée de manière flagrante. Oui, voilà, mais c'était au hasard. Et après, notre campagne allait vers savoir pourquoi on avait gagné un point de ressources. Alors, finalement, tu mettais l'XP avant de faire l'histoire? Exactement. Et c'était pas l'XP, c'était des points comme ça qui apparaissaient de rien. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi je suis passé de 2 à 4 en ressources et j'ai gagné plein d'argent. Et là, ouais, c'est un background, mais par exemple, quand tu t'es réveillé, tu t'es dit, maintenant t'as phobie à croix. Ça peut donner phobie à la croix. Ah. Alors, c'était très intéressant, ça donnait des campagnes super intéressantes pour savoir pourquoi t'avais fini avec un phobie. Oui, mais c'était une façon différente de jouer. Oui, là, on sort du système de points d'expérience qui représente la récompense, finalement, récompense de survivre, souvent, dans un jeu de rôle, parce que le but du jeu de rôle, c'est de continuer à jouer, donc d'être en vie la plupart du temps. Et ce système de récompense-là, en général, il vient après l'action qui l'engendrait. C'était une façon de jouer. Moi, ça m'avait plu. Moi, il y a un système de points d'expérience que j'ai beaucoup apprécié en tant que maître de jeu. Alors, d'ailleurs, ça s'appelait pas des points d'expérience, mais c'est les points d'administration. C'est à Innomine Satanis Magna Veritas. Ah, j'allais en parler. Vas-y, explique-nous. Et alors, je sais plus quelle édition c'est l'avant-dernière, je crois, où les joueurs, en fait, ont une mission, ils font la mission, et ils font le débrief avec leur supérieur. Et en fonction de ce qu'ils racontent, c'est pas de ce qu'ils ont fait, c'est en fonction de ce qu'ils racontent et des preuves qu'ils ramènent, en fait, qu'ils ont des points d'expérience. Et en fait, pour moi, c'était un régal, puisque j'ai des joueurs qui étaient pas d'accord, et donc ils n'ont pas été d'accord pendant le débrief.
Et donc, à la fin, au fur et à mesure qu'ils parlaient, ils perdaient des points d'administration, même ils en devaient à la fin. Et donc là, alors j'ai des joueurs qui se sont révoltés, et donc comme moi je jouais la distribution des points d'administration, en fait, en se révoltant, j'étais pas le maître de jeu, j'étais leur supérieur hiérarchique. Donc du coup, ils ont été dégradés, ils ont... Ouais, les points, c'est les PA. Et effectivement, du coup, les joueurs, enfin les personnages, les joueurs au travers des personnages, demandent une récompense, l'argumente, et puis il y a un G2D avec les PA qui peuvent être en bonus ou en malus. Et puis, bon, il y a une table dans le système de règles, je sais pas si c'est il y avait la table dans le système que tu disais, il y a une table qui permet de savoir ce que ça permet d'obtenir, et puis ça peut être finalement quelque chose un objet magique. Ouais, très bien, je vous donne, je vous donne l'arche d'alliance, allez, ça peut vous servir. Ça peut être un objet magique, en fait, aussi bien que des compétences. Le joueur demande comment il voudrait que son personnage évolue, et il sait pas quand c'est qu'il va l'avoir, et dans quel ordre il va avoir, parce qu'en fonction de comment il est bien vu ou pas de l'administration, il peut avoir ce qu'il demande ou pas. Il peut même avoir des choses qu'il n'a pas demandé. Donc là, on est sur un système même décalé, avec presque de l'aléatoire. J'adore ce jeu, je le trouve très fun, très rigolo. Mais encore une fois, c'est les meneurs de jeu qui contrôlent. Et ça me paraît que ça favorise que ça soit équitable, parce que tu sais où sont tes joueurs. Si tu te laisses pas manipuler, bien sûr. Mais ça me paraît, dans tous les cas, ça me paraît plus sain que ça soit les meneurs de jeu qui gardent un œil sur l'évolution de chaque personnage. Moi, je sais pas. D'ailleurs, Nephilim, la 3e édition, dans Nephilim 3e édition, les joueurs choisissent leur puissance, en fait, au départ, en fonction du risque qu'ils veulent avoir. Et du coup, on peut avoir un joueur qui est pas très puissant, un personnage qui est pas très puissant, mais du coup, qui va avoir une vie tranquille, et un joueur qui est extrêmement puissant, mais qui va avoir tout l'univers contre lui, quoi. Et du coup, la gestion d'expérience se gère pas du tout pareil, puisque c'est vraiment un choix du joueur de savoir est-ce que il veut avoir plein de problèmes ou est-ce qu'il veut être plutôt tranquille. Voilà. D'accord. Et du coup, le déséquilibre se fait dès la création des personnages. Et ça, c'est pas très grave. Quand on joue après, ça n'a pas trop d'impact, je trouve. Bon, après, moi, je suis un maître de jeu très, très, très flexible. C'est important, ça fera partie de notre conclusion de préserver l'équité, je pense. Même si je suis sûr que des auditeurs seront plutôt favorables à l'aspect compétitif, parce que voilà, il y a ça aussi. Je parle tout le temps à table, je suis toujours celui qui est ingénieux, je trouve les idées, je fais des combats, je réussis tout. Pourquoi j'aurais pas plus de points d'XP que les autres? Bon, faut rappeler que déjà c'est un jeu, c'est un jeu coopératif. Ouais. Moi, je fais pas, en tant que maître de jeu, je donne très 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 rarement des points d'expérience différents aux joueurs. Je me donne quasiment toujours les mêmes points d'expérience à chacun. Moi, je dirais pareil, mais moi, comme meneur de jeu, je donne très très rarement des points d'expérience. Tu es donc radine. Oui, parce que sinon, c'est la course à n'importe quoi. Alors que moi, c'est l'inverse. J'en donne beaucoup. Oh non. Moi, en fait, je joue, ma règle que je dis, c'est le jeu où les joueurs sont les héros. Et donc, du coup, par défaut, ils sont toujours assez puissants, en fait. Après, bon, ça rejoint, il faut pas se tirer une balle dans le pied. C'est sûr que si tu arrives à garder le contrôle, c'est parfait. C'est super. Moi, en général, je gère. C'est très bien. Non, mais c'est-à-dire s'ils sont puissants, en face d'eux, ils ont des choses qui sont assez gros. Autant en énigme que en adversaire. Alors, ouais, c'est ce que j'allais demander. On compense le trop plein d'XP par quoi? Donc, plus de difficulté. Oui, plus de dangerosité. Ouais. Est-ce que, ça serait peut-être notre sujet, est-ce que on peut se permettre de compenser l'XP par des pertes quelque part? Parce que finalement, ton personnage il survit, mais il vieillit. Pas des pertes, des contraintes, je dirais. Par exemple, sur Gardien, on a un scénario où les joueurs peuvent très très bien réussir et du coup avoir pas mal de points d'expérience. Mais s'ils réussissent beaucoup, ils ont des contraintes parce que du coup, ils récupèrent tous un enfant abandonné qu'ils doivent élever pour plus tard. Ah. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est-à-dire qu'on gagne beaucoup de points d'expérience, mais on a une méga contrainte à côté. Voilà. Et donc c'est à la fois les grands pouvoirs et la grande responsabilité. Oui. Spider-Man. Oula, c'est mon modèle. Ah, je vais devoir payer les droits d'auteur là, si je ne coupe pas.
Ok, ça marche. Toi, Julien, les points d'expérience, c'est plutôt à la fin de la séance ou au milieu? Alors, moi, je fais des séances très courtes, hein, parce qu'on joue le soir, en général, on fait des parties de 3 à 4 heures maximum. Et donc, du coup, je donne tous les soirs, par contre. Donc, même si le scénario est pas fini, en général, je donne quand même un truc. Avec ta coach-Anne, on a plutôt l'habitude, en tant que meneur, de faire tous les soirs, toutes les fins de partie. Moi, je me sens mieux quand je lui donne tous les fins des arches. D'arc narratif. D'arc narratif, oui. Je n'aime pas donner tous les soirs. Je sens que c'est très peu. Je me rappelle, dans un jeu des vampires, on a passé la séance dans une chambre d'hôtel. Je vois pas en quoi tu peux gagner des... Ça dépend des jeux. C'est vrai que Vampire, les jeux White Wolf, comme les poules pour dépenser des points sont... alors, au début, ça va, mais après, ça devient des poules de plus en plus gros qu'on a besoin. Je donnais plutôt moi en fin de scénario parce que sinon ça faisait trop éparpillé. Ça dépend des jeux, vraiment. Après, Vampire t'encourage aussi à regarder faire des diableries parce qu'il n'y a pas assez de points d'XP. Voilà, c'est ce que disait Betty tout à l'heure. Non, je pensais aussi au système de nature des Ménor qui est, voilà, tu décris ce que le personnage est au fond de lui et quelle est l'apparence qu'il donne aux autres, et le système encourage à ce que le meneur de jeu récompense les joueurs qui interprètent ça dans le personnage. Si ton personnage est un survivant et que en fait sa vraie nature c'est de trahir les autres, non, enfin ça, tout le monde fait ça à Vampire. Donc si ton personnage, son principe est d'être un justicier qui vise qui a vraiment une ligne de conduite, qui veut sauver la veuve et l'orphelin et que vraiment il a l'occasion de le faire dans une séance, voilà, tu es supposé en tant que meneur de jeu avoir ta petite croix sur un petit post-it pour te rappeler qu'il était vraiment dans l'interprétation de sa nature. Ouais, de ces incentives, de ces leviers-là. Et finalement, moi je trouve qu'à un certain niveau, ça rappelle les objectifs dont on parlait en début de séance de Fils des siècles, qui sont formulés de façon différente, mais tu as verbalisé sur ta feuille ce qu'est supposé faire ton personnage. Si tu le fais, t'es récompensé. Donc tu le fais soit par l'interprétation, t'es récompensé soit par l'interprétation, soit par le côté épique de tes actions. Moi, j'ai toujours eu des tables hyper avec des niveaux de joueurs très très différents. J'ai joué souvent à la table, j'ai des joueurs que ça fait 15 ans qu'ils jouent et d'autres qui sont tout nouveaux, c'est soit leur première partie ou ça fait 6 mois qu'ils jouent. J'ai toujours eu des tables très très déséquilibrées en termes d'expérience de joueurs. Et du coup, c'est pour ça que je donne toujours les mêmes nombres d'XP. Parce que sinon, ça serait que les joueurs expérimentés qui les auraient. Et les autres joueurs qui sont là, novices, seraient complètement dégoûtés, en fait. Déjà qu'il y a un côté meneur de jeu par le joueur expérimenté, et les nouveaux joueurs se laissent un peu aller, en général, parce qu'ils osent pas. Si en plus on leur donne pas les mêmes points d'XP à la fin, ça les met encore plus dans le côté newbie de la table. Donc du coup, c'est pour ça que je donne toujours la même chose. Je suis d'accord que c'est très simple. Mais on rejoint la même idée. C'est important de garder une équité, garder une balance, et ça rend la position du meneur de jeu. Ça, c'est une autre chose à gérer. Et c'est pas toujours facile. C'est en tout cas un point de vue qu'on a l'air de partager autour de la table, de préserver l'équité. Si quelqu'un n'est pas d'accord, un petit commentaire, on échangera sur le sujet parce qu'évidemment toutes les opinions et tous les avis sont valables. Moi, dans mon idée du jeu de rôle, c'est qu'il faut que tout le monde s'amuse et passe un bon moment. C'est vraiment ça. Et donc pour cela, il faut un équilibre sur la table. Et donc l'équilibre sur la table c'est comment on fait pour qu'un joueur ne se sente pas lésé ou abandonné par le maître de jeu. Voilà. Donc on a beaucoup de choses à gérer. Le point d'expérience pour moi c'est la fin, mais déjà moi le placement des joueurs autour de la table fait que je déplace des fois les joueurs pour qu'ils soient plus proches de l'écran et d'autres plutôt à l'autre bout. Voilà. Donc ça c'est... Ouais. Là on est sur vraiment une topologie de la table de jeu. C'est une autre science. Parler aussi, c'est très important, la position de meneur de jeu, comment il va gérer, tout ça. Mais important, poser les notes.
Oui, tiens, allez, hop, 5 podcasts de plus. Moi, en salon, je fais le tour de la table. Suivant les scènes, je suis pas au même endroit de la table. On est très mobile aussi avec Betsy quand on est meneur de jeu, surtout sur les one-shots. Surtout sur les one-shots, surtout sur les initiations, qu'on fait parfois à 2 meneurs de jeu, ce qui permet d'avoir le meneur de jeu spécialisé dans la narration, dans l'histoire, et puis celui qui va faire le tour, s'assurer que tout va bien, de régler les problèmes de détail, les problèmes de règles, analyser ce qui va pas sur la feuille de personnage. Quand t'es dans l'initiation, c'est sympa, du coup, de pas couper toute la table parce qu'un joueur a une question, mais c'est vrai qu'être mobile autour de la table, c'est sympa. On parle de one shot, là on parle des salons, et au tout début du podcast, Julien, tu disais je suis souvent meneur de jeu, je suis souvent en salon, donc je donne pas de points d'XP. Mais quelque part, si en salon tu fais de l'initiation et que tu inities tes joueurs à un jeu, tu leur expliques pas comment marche le système de points d'XP, t'en profites pas? Alors ça dépend. Alors ça dépend des salons, parce que par exemple celui qu'on a fait RPGers, où on enchaîne les parties, en fait les joueurs attendent d'une partie à l'autre. D'accord. Et donc du coup en général on finit juste, les joueurs s'en vont et on en a d'autres qui s'assoient direct. C'est un marathon, hein. On fait 6 parties dans la journée. Donc c'est plutôt énorme. Et donc ouais, souvent on n'a pas le temps en salon de dire comment fonctionne le système. Après, et même souvent les joueurs se sont inscrits à d'autres parties. Donc je préfère bien terminer l'histoire et à la limite faire continuer à raconter l'univers du jeu, qu'est-ce qui se passe après, plutôt qu'expliquer le système de points d'expérience. Je comprends. Ça vaut le coup de l'expliquer, je pense, si ça a une plus-value. Bon, on a fait le scénario d'introduction de Fils des siècles avec Benoît. Il en a profité pour nous l'expliquer. C'est vrai que c'est intéressant, c'est quelque chose d'un peu inédit en plus, donc ça vaut le coup. Je pense que quand tu présentes ton jeu gardien, j'imagine que tu es ouvert aux questions. Oui, c'est-à-dire qu'après il y a toujours des mécaniciens, en fait, des mécaniciens, surtout que gardien, on est sur un système où il y a quand même, c'est un jeu à règles, on va dire. C'est un jeu un peu comme Donjons et Dragons. J'aime pas trop dire ça, mais on est plutôt dans ce style de jeu. Donc on a beaucoup de questions après de comment les personnages évoluent, qu'est-ce qu'on peut avoir, tout ça. Donc après on explique un peu comment ça se passe. Donc ça c'est la côté didactique, puisque on aime bien tous les trois montrer des jeux, expliquer des jeux, même dont on n'est pas expert. Et voilà, expliquer le système de points d'expérience à ceux qui ont envie de savoir comment ça marche, ça fait partie du job. Ça fait partie d'un jeu, finalement. Oui. Puis il y a des joueurs qui sont en attente de ça. Moi j'en ai eu régulièrement des joueurs qui eux ils sont là que pour faire progresser leur personnage. L'histoire leur importe peu, c'est comme ça. Il en faut pour tous les goûts. Et donc c'est pour ça que chaque fois j'ai toujours eu un joueur comme ça à mes tables. Donc il a fallu toujours que je maîtrise bien le comptage des points. Là j'étais joueur à l'époque, j'avais un autre joueur qui trichait. Il rajoutait toujours 1 point d'expérience à chacune des fins des parties. Le maître de jeu en donnait 10, il a dépensé 11. Il a toujours fait ça. Mais au bout de 5 ans, il était beaucoup plus fort que nous. Mais au final, ça allait avec son perso en fait. Tu fais bien de parler de ça, parce que ça me revient, ça m'est déjà arrivé de tricher sur un personnage. Alors, je vais le dire, je l'avoue. Je me souviens, je jouais à Mythe d'Altaride, un jeu dont on a beaucoup parlé ici, et j'étais seul joueur avec Cédric qui était meneur de jeu, et on jouait beaucoup, mais je trouvais que mon personnage évoluait pas assez vite. Et à un moment donné, on a eu des grandes vacances ou une grosse pause comme ça, et avant de reprendre, j'ai sorti ma feuille de perso, je me suis dit, bon allez, je vais cocher 2-3 cases. Et j'ai coché 2-3 cases. Mais c'est vrai que les 4-5 séances suivantes m'ont paru tellement insipides, parce que c'était pas si intéressant que ça, avoir coché ces cases. Ça m'a rien apporté, ça m'a juste apporté l'envie de plus le faire, parce que ça n'a aucun intérêt. Moi, je mets à culpa, je l'ai fait, ça n'a pas d'intérêt. Honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. Et je m'en suis rendu compte à la première fois. Donc si ton copain joueur l'a fait pendant 5 ans,
Ah oui, à la fin, c'était n'importe quoi son personnage. Mais bon, on était tous au courant, hein, quand même. On était tous au courant, donc on l'envoyait faire des choses. C'était à Shadowrun, hein. Et je crois, souvenir, il s'est découpé lui-même avec son fouet monofilament. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, comme quoi, tout a une justice, il y a un karma. Bon, est-ce qu'on a un truc à rajouter? Peut-être dire, finalement, il a, comment dire, selon les points d'expérience, il a 2 types de joueurs et moi, meneur de jeu, je saurais pas comment gérer les joueurs qui font les points d'expérience, l'histoire, c'est à côté, et les joueurs qui le font pour l'histoire et les points d'expérience, c'est à côté. Comment tu fais cohabiter ces 2 entités? Entre les joueurs qui veulent les points d'expérience et ceux qui sont là pour l'histoire. Exact. Alors, Nicolas, en fait, lors du podcast numéro 1, vous a parlé d'un scénario un peu particulier qui était le tournoi interguilde. Parce que vous demandez comment on fait comment on peut faire un tournoi dans une partie de jeu de rôle. Mais en fait, ce scénario-là, on l'a fait justement pour ce type de joueur. On avait les 2 types de joueurs. On avait celui qui veut des points d'expérience, qui veut faire des combats, qui s'en moque un peu de l'histoire. Donc lui, il est très content d'être dans une arène, de se taper contre notre adversaire. Et on a de l'autre côté, dans la même table, on avait des joueurs qui, eux, le combat, ça leur plaît pas des masses. Moi, je suis en plus un maître de jeu qui aime pas trop les combats. Donc et c'est moi qui l'ai écrit, ce scénario avec Nicolas, on l'a écrit tous les deux et du coup, on a rajouté une intrigue sur ce tournoi-là. Il s'est passé plein de choses à côté avec des disparitions, essayer de deviner quelles étaient les identités de certains personnages qui étaient masqués, etc. Et on a réussi à faire cohabiter les 2 joueurs. Et c'est un peu les mêmes, les 2 joueurs, ceux qui aiment les points d'expérience et les autres. Sur ce scénario-là, en fait, on a bâti le scénario pour plaire aux 2 types de joueurs. Donc c'est vrai que ça demande une gymnastique un peu particulière, en fait, dans la conception de l'histoire. Mais bon, ça se fait, mais ça se prépare. C'est-à-dire que c'est moins instinctif que si on a tous si on a 5 joueurs qui ont les mêmes envies autour de la table, on peut y aller d'instinct, on écrit peu de choses, et puis ça marche. Mais quand on a des joueurs très différents à table, là, ça se prépare un peu plus. Et donc, du coup... Il existe des podcasts entiers sur le sujet de la motivation, hein, finalement. Donc les points d'expérience, ça reste une motivation parmi d'autres. Donc certains joueurs pourront faire la motivation principale. Mais c'est un peu les joueurs de jeux vidéo, on va dire. Hein. Les joueurs de jeux vidéo qui viennent vers le jeu de rôle, ils ont l'habitude de gagner des choses, débloquer des pouvoirs dans les arbres de talent, gagner des points d'expérience, prendre des niveaux. Donc ça peut être une porte d'entrée. C'est pour ça aussi qu'il faut pas brider ces joueurs-là et les mettre au pilori, parce que bon, finalement, ils trouvent leur plaisir aussi à des tables qui leur conviennent, et puis même ils peuvent évoluer vers des systèmes plus narratifs. Ouais, pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur. Tout le monde reste des joueurs de jeux de rôle, en fait. J'ai pris moi autant plaisir avec des joueurs qui sont proches des points d'expérience que des joueurs qui sont très narratifs. J'ai joué avec les 2. J'ai joué avec les 2 en même temps, les 2 séparément, et j'ai des bons souvenirs à chaque fois. Très bien. Comme quoi, c'est possible. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour sur la question des points d'expérience. Comme d'habitude, pas 100% exhaustif, hein, mélange de nos expériences et des petites piques de théorie qui n'engagent que nous. Qu'est-ce qu'on retient? Tous les systèmes sont différents, il y en a pour tous les goûts. N'oublions pas que le meneur de jeu doit quand même garder un contrôle sur ce qui est fait, les points d'expérience. C'est lui qui les attribue, donc il doit les attribuer de la façon qui lui convient, les driver ou les guider de la façon qui lui convient, tout en respectant les joueurs, en les guidant plus qu'en les bridant. On est plus tous les 3 favorables à un système équitable, mais on comprend qu'il puisse y avoir des joueurs qui cherchent la compétition. On a un peu échangé sur nos systèmes préférés, sur les systèmes qui nous ont le moins plu. J'essaierai de mettre quelques liens dans la description vers certains des jeux, notamment les moins connus d'entre eux. Donc voilà, on sait qu'il peut exister des systèmes de points d'expérience qui se plaisent plus à certains joueurs que d'autres. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit dans l'absolu meilleur ou moins bon. Ça reste toujours une opinion personnelle. Julien, tu veux nous parler de ton actualité un peu? Alors, ce JD Édition a beaucoup évolué grâce à la période du Covid. Je dis grâce parce que j'aime pas dire à cause, parce que ça pourrait être à cause de la période du Covid, mais comme on a réussi à rebondir pendant cette période-là, on va dire grâce.
Donc nos premiers jeux vont sortir à la fin du mois de juin. Le tout premier j'appelle ça Gide édition 2.0 parce que on a évolué. Donc le premier c'est Drobot, un jeu de Christophe Loras et de Michel Gonzalez qui va sortir là à la fin du mois de juin. Et puis après on va avoir beaucoup de jeux de société qui vont sortir. Martial Art qui est attendu de Franz Scudder. On va avoir Kilim de Yannick Chabas. Excuse-moi Yannick, parce que là ton nom m'échappe. Après on va avoir Kingyo de Alexis Allard et d'Aurélien. Enfin on a plein de jeux qui vont sortir. Night Shift, le jeu de Vivien, qui est un jeu de gestion d'urgence d'hôpital, un jeu collaboratif très rigolo. Voilà, donc ça c'est pour la partie jeu de société qui est très développée. Très bien déjà. On en a testé quelques-uns. Donc... Et l'année prochaine devrait arriver nos premiers jeux de rôle. Alors on va sortir un système de jeu qui est propre à Gide qui s'appelle Proteus. Proteus parce qu'il est modulable en fait. Il va pouvoir se métamorphoser en fonction des univers qu'on va y accrocher nous. Et on a 3 jeux qui vont sortir normalement l'année prochaine, enfin au moins 2. Ah, tadam. Le premier, je vais insérer des roulements de tambour. Le premier c'est Troisième Convergence, un jeu futuriste très positif que vous allez entendre parler parce qu'il va y avoir un jeu vidéo qui va sortir presque en même temps sur cet univers-là. Donc là c'est un jeu de SF avec des pilotes, des duels judiciaires par biais de vaisseaux. Et le deuxième univers qu'on va sortir, ça sera Universal Legends, qui est un jeu lui aussi futuriste de sport du futur, où c'est assez violent sur le terrain. Excellent. Voilà. Et le troisième, ça sera Gardien, le jeu sur Radiatian, en fait, qu'on fait avec Nicolas. Et après, il y en aura d'autres. Ah, des surprises. Mais ça sera des surprises. Ah bon, un peu de teasing, on les aura pas tout de suite les noms. On en a eu en off, mais on peut pas le dire. Exact. Il y a un off que j'attends. Voilà. Bon, stay tuned. Bon voilà, ce n'est que notre avis, hein, ça n'engage que nous. Si jamais vous ne partagez pas cet avis, envoyez-nous des commentaires. Si vous partagez cet avis aussi, d'ailleurs, on sera ravis d'échanger avec vous. Dites-nous ce que vous en pensez, quels sont vos systèmes favoris, comment vous gérez les points d'expérience. N'hésitez pas, et puis achetez les jeux de Gide Édition aussi. Partagez sur les réseaux vos propres expériences, vos propres conseils. À vous de jouer, à bientôt.